Il est 21h30 à Paris et c'est maintenant l'heure de l'essentiel politique. L'essentiel politique ce soir, c'est avec Richard Verly. Bonsoir Richard. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste, journaliste pour le média suisse en ligne Blick. Et avec vous, on va revenir dans un instant sur la démission de Jack Lang de l'Institut du monde arabe, une figure politique emblématique, symbole selon vous de la France qui déraille. Vous nous expliquerez pourquoi. On se penchera aussi sur les élections municipales de mars prochain. Le scrutin devrait entraîner un ajustement gouvernemental dès la semaine prochaine, avec notamment le départ de Rachida Dati. Enfin, la présidentielle 2027, déjà marquée par une moisson de candidatures. Dernière en date, celle du député socialiste Jérôme Guedj. À 14 mois de l'échéance, un tel éparpillement des candidatures est qualifié d'inédit sous la Ve République. On commence donc avec une démission, celle de l'ancien ministre de la Culture Jack Lang. Après plusieurs jours de pression politique et médiatique, il a fini par se rendre à l'évidence. Ses liens passés avec le financier américain Jeffrey Epstein ne lui permettaient plus d'assurer la présidence de l'Institut du monde arabe. Une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale aggravée a également été ouverte, le visant lui et sa fille. Richard, d'un point de vue pénal, judiciaire, Jack Lang n'est pour l'instant coupable de rien. En revanche, d'un point de vue moral, il est déjà jugé coupable par beaucoup de Français. Oui, je crois que ça n'était plus possible pour lui de tenir. Et d'ailleurs, ce que personne n'a compris, et je m'inclus dedans, c'est le fait qu'il n'ait pas immédiatement démissionné. Pourquoi ? Parce que Jack Lang était le président d'un institut qui en plus associe la France à un certain nombre de pays arabes. Ce n'est pas seulement un institut français. Et de ce fait, il a engagé la responsabilité, j'allais dire, de tout son conseil d'administration. Or, qu'est-ce qu'il a fait ? Si vous lisez tous les emails où son nom apparaît, il n'est en aucun cas question de lien avec l'aspect prédateur sexuel de Jeffrey Epstein, c'est-à-dire des liens avec des filles, pour dire les choses comme elles sont. Mais on voit que très souvent, Jack Lang a tenté d'obtenir les faveurs financières de Jeffrey Epstein, il appelle ça du mécénat, mais que en contrepartie, Jeffrey Epstein utilisait Jack Lang comme un ouvreur de porte à Paris, comme quelqu'un qui pouvait l'introduire dans les sphères du pouvoir. Il lui demande des rendez-vous. Donc ça veut dire que Jack Lang était devenu en quelque sorte l'obligé de son mécène. Et ça, clairement, c'est un problème. D'autant, rappelons-le, que ces faits se passent en 2018 et que Jeffrey Epstein a été condamné en 2008 pour prédation sexuelle, pour crime sexuel. Donc, il suffisait de faire 2 clics sur Internet pour être au courant de qui était vraiment Jeffrey Epstein. Dans votre édito, vous écrivez qu'il incarne une France qui déraille. C'est la France d'avant, celle-là, ou elle existe encore ? Je le pense, d'une certaine manière. Jack Lang, qui a été un ministre de la culture emblématique, y compris en Suisse, la fête de la musique s'est exportée dans les pays francophones. Il est même, dit-on, et je crois que c'est assez vrai, synonyme de ministre de la culture, un peu comme l'avait été André Malraux dans le passé, mais quand vous avez sur vos épaules une telle responsabilité, vous ne pouvez pas l'engager dans de telles circonstances. Donc oui, la France qui déraille, c'est une France d'une élite en plus de gauche, c'est quand même encore plus, je dirais, inquiétant, qui s'est associée sans aucune limite à la finance, à un financier américain, qui plus est un financier américain au passé criminel. Avouez que ça fait tout de même beaucoup. J'ajoute à ça, vous dites, il n'est pas coupable, évidemment qu'il n'est pas coupable, évidemment qu'il est présumé innocent, mais quand même, une société dans les îles Vierges pour sa fille, pour que transite de l'argent en vue de production cinématographique, quand en général, et je le sais en tant que journaliste suisse, quand vous mettez de l'argent dans un paradis fiscal, c'est pourquoi ? C'est pour ne pas payer d'impôts. On passe aux élections municipales. Elles se tiendront les 15 et 22 mars prochains. Et la campagne bat son plein. Après Jean-Luc Mélenchon en déplacement à Roubaix le week-end dernier, c'est Jordan Bardella qui est venu soutenir la campagne des candidats du Rassemblement national dans le sud de la France. Richard, en quoi les élections municipales intéressent l'observateur suisse que vous êtes ? Écoutez, je les trouve particulièrement intéressantes pour 2 raisons. D'abord parce qu'on va peut-être voir, je dis bien peut-être, le Rassemblement national faire de véritables conquêtes. Je rappelle qu'il y a eu une seule ville de plus de 100 000 habitants qui est dans le passé tombée dans l'escarcelle du RN, c'est Perpignan avec Louis Alliot. Mais souvenez-vous, l'élection municipale durant la pandémie était quand même très particulière. Là, imaginez
Je dis bien imaginer que le Rassemblement national conquiert une ville comme Marseille, où, selon les sondages, c'est possible, c'est un scénario possible. Donc je crois qu'il y a ce premier aspect, la progression du Rassemblement national en vue de la présidentielle et compte tenu de ce que les sondages nous disent de la popularité de Marine Le Pen d'une part, de Jordan Bardella entre 35 et 40% des voix. Et puis le deuxième élément, qui est en quelque sorte un effet collatéral, pour moi, c'est est-ce que les écologistes qui avaient été la grande révélation de ces élections, qui avaient conquis des villes comme Montpellier, comme Strasbourg, comme Bordeaux, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ou est-ce qu'au contraire, cette gauche écolo va reculer? On sait que dans beaucoup de domaines aujourd'hui, la préoccupation écologique recule. Est-ce qu'on va voir dans ces municipales se traduire cela? Le scrutin devrait également entraîner un ajustement gouvernemental dès la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé Sébastien Lecornu. Parmi les partants, Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui devrait se consacrer à sa campagne pour les municipales à Paris. Elle a ses chances, selon vous? Oh, je crois qu'elle a ses chances. Vous, les évidemment. Parisiens? Oui, je pense. Elle a ses chances. C'est une bête politique, Rachida Dati. Elle a réussi, c'était quand même compliqué. Elle a réussi à obtenir l'investiture du parti Les Républicains. Rappelez-vous que Michel Barnier, à un moment donné, commençait à être sur ses terres. Il a d'ailleurs été élu député de Paris. Ça a été compliqué. Maintenant, la grande équation et la grande difficulté pour Rachida Dati, moi j'en vois deux. Premièrement, à l'exception du côté sécuritaire, qui est son mot d'ordre principal, en quoi est-elle crédible et en quoi peut-elle amener un renouveau à Paris dans une ville où, par exemple, le logement est un réel problème? Donc moi, je vois plutôt la donne parisienne en faveur de la gauche qu'en faveur de la droite, mais je peux me tromper. Et la deuxième chose, rappelons-le, elle aussi a des casseroles judiciaires, puisqu'elle a un procès qui va venir. Et donc, même si elle devait gagner la mairie de Paris, ce serait une victoire compliquée à gérer, parce que très vite, elle va se retrouver en procès. Et un candidat de plus pour la présidentielle de 2027. Il s'agit du député socialiste Jérôme Guedj qui est venu rejoindre cette semaine la liste déjà très longue des candidats à la succession d'Emmanuel Macron à 14 mois de l'échéance. L'éparpillement des candidatures est qualifié d'inédit sous la Ve République. Je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle pour porter la voix d'une gauche républicaine, la voix d'une gauche européenne, la voix d'une gauche universaliste, laïque, d'une gauche sociale, écologiste. Pourquoi est-ce que je le fais aujourd'hui à cet instant? Parce que c'est la majorité du peuple de gauche qui partage cette orientation. Et c'est aussi, et c'est extrêmement important, ce qui nous permettra pas uniquement de témoigner en 2027, parce que c'est une voix qui est respectée au-delà de la gauche. Et moi, je ne me résous pas à la victoire annoncée du Rassemblement national. Richard, comment vous interprétez cette inflation des candidatures pour 2027 ? Alors d'abord sur Jérôme Guedj, moi j'avoue que j'ai été complètement surpris, je crois que j'ai pas été le seul, je ne m'attendais pas à ce qu'il entre dans l'arène, on attendait plus tôt et plus tard éventuellement Raphaël Glucksmann, on attendait François Hollande, tout le monde dit que l'ancien président a très envie de se lancer dans cette campagne, Olivier Faure, on le sait, regarde aussi du côté de la présidentielle. Donc pourquoi Jérôme Guedj y va ? Il y a deux possibilités, soit il y croit vraiment, mais dans ce cas, il lui faut beaucoup d'optimistes, parce qu'il n'existe pas dans les sondages. C'est pas une personnalité qui imprime pour les Français, mais peut-être peut-il se révéler. Ou alors, il y va parce qu'il veut forcer les autres à y aller, et il veut en quelque sorte prendre de vitesse le Rassemblement national et obliger le Parti socialiste à se liguer rapidement derrière une candidature sans passer par cette primaire qui risque de donner la prime à la radicalité. Vous voyez ? Donc je crois que si c'est ce qu'il veut, Jérôme Guedj, c'est peut-être intelligent de précipiter le mouvement. Mon impression aujourd'hui, c'est que la France est malade du présidentialisme, évidemment. Le pays est en panne, le budget a passé dans les conditions que l'on connaît, avec beaucoup de concessions faites par le camp présidentiel, le camp d'Emmanuel Macron, aux socialistes, et on est en attente. Au fond, on est en attente de cette échéance présidentielle et de la campagne qui démarrera sans doute dès que les municipales seront terminées. Je crois que ça, c'est un vrai sujet et un vrai problème pour le pays, parce que si le pays est en panne en attendant, de savoir qui sera candidat, la campagne, ça risque vraiment de monopoliser beaucoup d'énergie à un moment donné où il faudrait les consacrer à autre chose, car il y a beaucoup de défis. Le pays est en panne, vous dites, mais il y a beaucoup de mécaniciens qui se portent candidats pour tenter de le réparer. On note qu'ils sont tous issus du champ politique traditionnel.
pas de nouveau Emmanuel Macron à l'horizon, justement, quelqu'un issu des milieux bancaires comme lui? Je vois à qui vous faites référence, parce que effectivement, ces derniers temps, et moi je l'ai suivi, j'en ai même fait un article, on parle du fameux patron qui sortirait du bois, alors soit qui viendrait du milieu de la finance, on a même évoqué le milliardaire Xavier Niel par exemple, Mathieu Pigasse qui est un banquier également, on évoque aussi Michel-Édouard Leclerc qui n'est pas du même milieu, qui vient de la grande distribution. Est-ce que c'est possible ? Pour moi, mais je ne suis qu'un observateur européen, je dirais, je manque d'informations, j'ai l'impression que c'est quand même très dur. Pourquoi ? Parce que la campagne, vous la faites quand vous avez un mouvement, quand vous initiez un mouvement. On oublie qu'Emmanuel Macron, il l'a fait et il est passé entre les gouttes, si je puis dire, simplement parce qu'il y a eu un affaissement énorme et tout à fait inattendu des deux camps. Le camp socialiste s'était affaissé puisque François Hollande avait renoncé à se représenter et le camp de la droite s'était complètement affaissé avec les affaires François Fillon, ce qui n'a quand même pas empêché François Fillon d'arriver 3e lors de l'élection de 2017. Donc un patron qui déboulerait dans ce champ, je dirais, de bowling, j'ai l'impression qu'il se transformerait vite en quille et qu'il prendrait les boules. On termine sur cette magnifique image. Merci beaucoup Richard pour votre analyse. Restez avec nous tout de suite. On passe le relais à Fatima Taouane pour le Journal de l'Afrique et on se retrouve juste après.